On dit souvent qu'il faut conduire en fonction des autres. C'est encore pire s'il faut conduire en fonction de ce que d'autres ont peut-être fait à votre véhicule. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Il y a une tendance TikTok un peu inquiétante qui semble avoir fait son chemin jusqu'à Québec. On appelle ça le Lug Nut Challenge. On parle de gens qui dévisseraient volontairement des écrous sur les roues des voitures. Et il y a une victime et des mécaniciens qui en ont témoigné à notre collègue Juliane Perrault. Deux garages voisins ici dans Charlesbourg constatent un phénomène inhabituel. Des clients qui arrivent ici avec leur véhicule et les écrous de leurs roues ont déjà été dévissés. Ça inquiète les mécaniciens de Québec. On a vu 4 clients arriver avec des bruits sur la voiture qui se plaignaient. On avait les écrous vraiment déboussés, là. On pouvait les tourner à la main, là. C'est les 5 écrous sur la même jambe. Puis on a une 5e cliente qui allait arriver avec la remorque. La roue, elle l'a perdue sur l'autoroute. Ce qui se passe par la suite, c'est Myriam qui va vous le raconter. Elle a perdu sa roue directement sur l'autoroute. Elle a été extrêmement chanceuse. J'étais sur l'autoroute Laurentienne. Puis je commençais à avoir des petits signaux, mais pas plus que ça. Je me disais, c'est peut-être un bris de plaquette de frein, ça fait un petit bruit. Puis rendu à comme 100 km, au-dessus de 100 km à l'heure, c'est là que le volant s'est mis à vraiment divaguer puis à shaker. Puis là, dans le même moment, pas le temps de réfléchir à savoir quoi faire. Je vois ma roue avant, gauche, complètement là, se retirer. Je me suis mis dans l'accotement de droit, là, puis fait que j'ai réussi à garder le contrôle, mais ça aurait pu être fatal aussi. Là. All right, everybody wants to do the semi-lug nut challenge. Les mécaniciens craignent être victimes de ce qu'on appelle le Lug Nut Challenge sur TikTok, qui consiste à dévisser 4 des 5 écrous d'une même roue et ensuite de voir ce qui se passe. Et dernièrement, j'ai eu une madame là, qui est arrivée avec 2 roues de droite complètement dévissées, pas seulement qu'une roue. 2 roues, c'est plus inquiétant qu'une roue. Une roue, on peut penser qu'elle dévisse tout seul. 2 roues en même temps, c'est comme quand la veille, t'as pas eu de problème, c'est un peu anormal. Arriver des choses comme ça, mais sur des véhicules récents comme on voit là, avec des roues neuves, on voit ça à peu près jamais, en février, où ça fait 4 mois que personne n'a touché au véhicule. Ça arrive subitement sur les véhicules récents. On ne voit jamais ça. On s'en parle entre nous, les garagistes. On n'a pas un gros cercle, mais on s'en parle. Puis il y a d'autres garages qui en ont vu aussi, là. On en entend parler. On sait pas dans quel quartier, on sait pas s'ils font ça souvent. C'est un drôle de challenge. Je connais des meilleurs challenges que ça. Certains véhicules ont une des notes sur le véhicule est anti-vol, ils ne peuvent pas la slacker. Mais si en lousse 4, bien, à elle seule ne peut pas tenir la jambe en place, ça va casser. Là. C'est dur actuellement d'établir une connexion directe avec la tendance sur les médias sociaux, mais les mécaniciens vous rappellent d'être alertes et prudents. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Depuis qu'on a secouru les chevaux des écuries de la Rive, là, vous vous souvenez, les bêtes qui étaient prisonnières des glaces pendant de longues heures, il y a 3 semaines, les réseaux sociaux débordent de commentaires qui accusent les propriétaires de négligence. Et en réponse, il y a 2 mises en demeure qui ont été envoyées par les propriétaires. Il y a même une poursuite qui a suivi pour Catherine Quentin. Nouveau Info a pu consulter la poursuite et parler à la défendresse. Ça, c'est le document qui a été envoyé à Catherine Quentin par les propriétaires des écuries de la Rive. On y retrouve environ 70 pages de commentaires Facebook où Catherine Quentin affirme que dans l'affaire d'il y a 3 semaines dont on vous a parlé, où des chevaux se sont retrouvés pris dans la glace à Lévis, il y a eu une négligence de la part des propriétaires de l'écurie. Elle parle notamment de chevaux qui se retrouvaient dans une zone inondable et qui étaient bien connus des voisins du secteur. Évidemment, pour les propriétaires des écuries, on juge que ce sont des propos mensongers et hautement préjudiciables. On a pu parler à la défendresse, Catherine Quentin, de sa réaction après avoir reçu la poursuite. J'avais aucune idée c'était quoi, mais j'étais quand même choquée. J'étais surprise, j'avais quand même peur. Ce que ça me donne comme impression, c'est que peut-être qu'on pourrait chercher à me faire taire ou que j'arrête de dire des choses qui pourraient être compromettantes pour eux. Moi, je suis convaincue qu'ils ont peur là, de moi, des preuves que j'ai. Dans cette affaire, comme on dit, les propos pullulent sur les réseaux sociaux dans la même direction que ceux de Catherine Quentin. Alors, comment est-ce qu'on détermine qu'est-ce qui devient diffamatoire ou non et comment ça se passe? Bien, on a demandé à une experte dans le domaine pour mieux comprendre. Les commentaires en tant que tels doivent avoir déconsidéré
l'opinion du public sur la réputation d'une personne. Donc, on cherche vraiment des propos qui ont eu un impact négatif sur la réputation. Et c'est cet élément-là qui est des fois un petit peu plus difficile. Est-ce que ça déconsidère l'opinion publique qu'on avait de cette personne-là? Et est-ce que ça change quelque chose quant à l'opinion qu'on avait préalablement? Est-ce que c'est un barème qui est élevé là, quand on pense par exemple à la balance liberté d'expression versus justement qu'est-ce qui devient de la diffamation? Lorsqu'on poursuit en diffamation, on tente de contrevenir au droit à la liberté d'expression, puis on tente de mettre un frein à ça, une limite. Et la Cour va être très attentive pour sous-peser le droit à la réputation et la liberté d'expression de l'autre personne. Dans un cas comme celui-ci, on parle d'une poursuite au civil, et là, c'est important de comprendre que le fardeau de preuve, il est différent au civil qu'au criminel. En matière civile, le fardeau de preuve va toujours être la prépondérance des probabilités qu'on appelle. Donc, il faut exposer un tableau au juge et obtenir son aval sur la décision selon laquelle, bon, le tableau est plus noir que blanc, donc je vous donne raison. On parle du 50 plus 1. Bonjour, ici Monique Picard. On a essayé, mais été incapable de parler aux propriétaires des écuries de la Rive pour avoir leur point de vue dans cette affaire. Maintenant, la Cour supérieure a émis une ordonnance d'injonction provisoire envers Catherine Quentin. Ce que ça veut dire en français, c'est qu'elle doit supprimer ses commentaires liés à cette affaire et ne pas en émettre d'autres d'ici la fin de l'injonction, le 6 avril prochain. Pour la suite, on verra ce qui se passera devant les tribunaux. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Maintenant, le gouvernement Legault n'a absolument rien à dire aux manifestants qui réclament qu'on attende avant d'abattre les arbres le long du tracé du tramway. En fait, il n'y a aucun des ministres concernés qui a voulu commenter la marche de samedi. Et ça, Mathieu, ça ne plaît pas beaucoup, on s'en doute, au chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec. En fait, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'appelaient pas parce que personne n'aime ça se faire ignorer quand on les interpelle. Tu sais, la marche de samedi, ça n'a pas été une marée humaine, on s'entend. Mais il y avait pas mal de monde quand même. 800 personnes environ, donc c'est pas un échec non plus. Et tout ce beau monde-là pouvait s'attendre à ce que le gouvernement du Québec réponde à leur appel. On se souvient qu'eux disent on n'a plus confiance dans le maire marchand. On veut que ce soit Québec qui mette un stop à l'abattage d'arbres tant que le financement du tramway n'est pas consolidé. Eh bien, non. Ni Jean-François Simard, qui est le ministre responsable de la région, ni Jonathan Julien, qui est le ministre des Transports, n'ont voulu commenter. C'est silence radio et c'est ce manque de considération-là qui met Stéphane Lachance en rogne. Je trouve ça prétentieux, je trouve ça désinvolte. Nos patrons, c'est les citoyens. Il y en avait 800 dans la rue là, qui réclamaient un certain agissement. Si on nous dit là, que du côté gouvernemental, provincial, qu'on n'a pas de commentaires à faire, c'est quoi le message que vous envoyez aux gens? Je pense que de montrer un petit peu de leadership, assurément, ça aiderait la cote de popularité du gouvernement dans la région de Québec. Donc, de dire qu'on ne veut pas faire de commentaires, c'est d'envoyer le problème en dessous du tapis. Jean-Simon, maintenant, Stéphane Lachance dit que ça va être au prochain premier ministre, que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drinville, de prendre la balle au bon. Autre dossier, Mathieu, on parle de subventions, de nouvelles subventions pour des artères commerciales qui sont sur la périphérie de la ville. Ben oui, il n'y a pas juste les grosses rues commerciales comme la rue Saint-Jean, la rue Cartier ou la rue Maguire. Il y en a plusieurs autres, dont 5. La rue Racine à Loretteville, l'avenue Royale à Beauport, la rue du Campanile à Sainte-Foy, le chemin Sainte-Foy dans le coin de Saint-Sacrement et la rue Notre-Dame qui vont bénéficier d'une enveloppe totale de 400 000 $ qui vont se séparer. Justement pour stimuler la vitalité. La conseillère responsable, Marianne White, explique de quoi il s'agit et nous dit si ça veut dire davantage de rues piétonnes. Chacune de ces artères-là, ils ont une enveloppe de 80 000 $ pour leur permettre, durant l'année, de créer de l'affichage. Ça peut être des périodes d'illumination dans le temps des fêtes, par exemple. Donc, différentes activités comme celle-là pour attirer des gens. Mais il n'y a pas d'obligation de fermer, de piétoniser la rue. Après ça, ça dépend. Qu'est-ce que les commerces ont envie de faire? Nous, ce qu'on veut, c'est soutenir des initiatives qui répondent à leurs besoins. Chaque secteur est différent. Je te donne un exemple, Jean-Simon, d'une de ces activités-là. Québec Table Gourmande. C'est tout un paquet de restaurants partout en ville qui offrent des tables d'hôtes à des prix modiques. Ça va de 35 à 95. 95, évidemment, c'est dans le cas d'établissements gastronomiques. Donc, tu peux aller manger des repas qui, normalement, seraient beaucoup plus dispendieux pour des prix modiques. Eh bien, Québec Table Gourmande, habituellement, c'était seulement l'automne. On allonge à 90 000 $, en plus du 400 000 dont je t'ai parlé, pour que ça vienne 2 fois par année. Donc, très bientôt, du 17 avril au 2 mai, il va y avoir l'édition printanière. Merci beaucoup, Mathieu. Je t'en prie. Bonne journée. Bonne soirée.
Maintenant, les 3 remontées mécaniques du Mont-Sainte-Anne vont être remplacées. Les travaux devraient débuter cet automne et c'est une première étape vers la modernisation de la station de ski. Il y a 2 ans, Québec a consenti un financement de 50 millions de dollars à condition que les propriétaires investissent le même montant pour améliorer la sécurité et l'expérience client sur les 3 versants de la montagne. Le gouvernement va s'assurer que l'administration du Mont-Sainte-Anne respecte tous ses engagements avant de verser l'argent. Sur la scène culturelle, le festival Country Lobinière passe aux mains de Québecor, une acquisition par Gestev qui s'inscrit dans la croissance du groupe qui gère déjà plusieurs événements sportifs et culturels partout au Québec. Il veut notamment développer et attirer de nouveaux publics à ce festival qui est établi à Saint-Agapi depuis 10 ans. Le conseil d'administration reste en place. Les cofondateurs Guillaume Laflamme, Pierre-Marc Champagne et Sébastien Lemay vont aussi conserver des postes clés dans l'organisation. Mieux traité mort que vivant, voici le titre de la nouvelle campagne de la SPCA de Montréal. L'organisme déplore que les animaux d'élevage n'ont pas les mêmes protections que les animaux domestiques comme les chats et les chiens. Voici le reportage de Maxime Dany. La campagne que la SPCA a lancée vise vraiment à susciter une réflexion et un débat d'idées dans la sphère publique au sujet de la protection dont bénéficient actuellement les animaux d'élevage, qui est quasi inexistante. Ici, on prend soin de ce qu'on mange. On cuisine avec amour. Alors qu'au Québec, aucun règlement n'encadre leurs conditions de vie, les animaux d'élevage sont-ils mieux traités morts que vivants? Moi, je trouve ça choquant pour nous autres parce que ce n'est pas notre réalité, mais pas du tout. Chaque producteur agricole, on a un amour fou pour nos animaux. Jamais qu'on va laisser nos animaux d'une manière les faire souffrir d'aucune façon. Cette nouvelle campagne n'a pas plu à l'Union des producteurs agricoles qui parle de désinformation faite par la SPCA. C'est inacceptable là, quand on a vu ça en tant que producteur. C'est un grand choc. Au niveau des producteurs, le bien-être animal, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie aussi de notre mode de vie. C'est pour ça qu'on fait ça. Nos animaux, on y tient à cœur. C'est une attaque directe à notre profession, à notre professionnalisme aussi en tant que producteur, productrice agricole. Un producteur laitier et porcin nous a ouvert sa porte pour nous montrer ses installations. Comme on peut voir, on a tout installé des matelas de robeur pour qu'ils puissent se promener, pour recréer au maximum l'effet d'être en package dehors. Le SPCA de Montréal, ce que je vois sur les médias, on dirait qu'ils sont déconnectés de la réalité, mais complètement. Moi, je les inviterais à me faire un tour chez les producteurs agricoles, puis ils vont se rendre compte que ce n'est pas la réalité. Il y en a qui adorent se faire flatter, puis il y en a d'autres, c'est bien santeux. Une vache, c'est bien santeux. Elle pose une question, elle invite à une réflexion, à un débat public, puis c'est important de savoir qu'elle ne vise pas les agriculteurs comme individus. On est bien conscient que la plupart des producteurs ont à cœur le bien-être animal, ont des bonnes intentions, mais ce qu'on dénonce, c'est le système en place et l'absence de cadre juridique qui assure une protection adéquate à ces animaux-là. Le ministre de l'Agriculture, Donald Martel, a aussi réagi à cette nouvelle publicité. Il a répondu dans une déclaration écrite que le ton employé par la récente campagne est injuste et que ça ne reflète pas la réalité observée dans les fermes du Québec. Il y a plusieurs mécanismes qui font qu'on est vraiment le bien-être animal. Il faut s'y conformer aussi. Oui, on l'a à cœur, mais il faut aussi s'y conformer. Notre métier, on est des gardiens d'animaux. Et non pas, on ne se lève pas le matin en disant si on peut faire souffrir des animaux, ça va être le fun. Non, c'est le contraire. On aime la vie. M. Martel nous a aussi répondu qu'on demande aux Québécois de consommer des produits d'ici. On doit donc valoriser le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. À Mauricie, Maxime Dany pour Nouveau Info. Aujourd'hui, on aborde un sujet à la fois troublant et délicat. J'ai jamais vraiment su comment dire non. Les gens y en ont profité. La lutte à l'exploitation sexuelle des mineurs doit devenir une priorité nationale. Souvent, ils ont seulement 12, 13 ou 14 ans. Les mineurs rapportent plus d'argent. Puisqu'il y a plus de risques, le client paye plus cher. Des récits de jeunes qui sont la cible de proxénètes qui utilisent les médias sociaux comme plateforme de recrutement. Les proxénètes, des fois, ils n'ont aucun contact en personne avec la victime. Ils ont des photos de toi nu, des vidéos. Parce que ce cauchemar peut commencer avec une simple conversation sur Snapchat ou Instagram. L'exploitation sexuelle des enfants, c'est exponentiel. Beaucoup d'enfants se retrouvent sur ce site-là. La police, elle, jure qu'elle agit et qu'elle multiplie les arrestations de proxénètes.
C'est la police! C'est accusé d'agression sexuelle à Rimouski. L'exploitation sexuelle des mineurs, ça se passe pas à l'autre bout du monde, ça se passe au Québec au moment où on se parle.